Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Grunewiller et pour nous mettre de bonne humeur, je vous propose tout de suite la blague de Martine. Aujourd'hui ce sont les hommes, et plus particulièrement les buveurs de bière, qui en prennent pour leur grade. Apropos Bier, das sind auch die Männer, die es gefunden haben, gell? Scheinbar ist im Bier sind da ganze Haufen weibliche Hormone drin, die Sommer und feminin. Durch, wenn ein Mann 10 Bier getrunken hat, gell? Einer fährt da und quatscht da wie eine Frau, kann ich so sagen? Ja. Er fährt Auto wie eine Frau. Er kriegt einen dicken Bauch. Er geht alle 5 Minuten pinkeln. Und er kriegt auch noch Migräne. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, on continue avec la vague de chaleur. Le soleil brille sans interruption du matin jusqu'au soir. Côté température, il fera déjà de 21 à 24 degrés en matinée. L'après-midi, les températures grimperont jusqu'à 33 degrés. Demain vendredi 7 août, nous fêtons les Gaëtans. Le soleil nous accompagnera de 6h10 à 20h57. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous retrouve dès demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Toute cette saison vous a emmené à la découverte de la vie à la ferme et toutes ces histoires mises bout à bout nous racontent des petites tranches de vie que l'on a compilées pour vous. L'ensilage représente le 3/4 de la ration des vaches, c'est-à-dire ensilage d'herbe et ensilage de maïs. On cultive aussi tous les légumes des saisons, c'est-à-dire poireaux, carottes, courgettes, tomates, choux, salades, navets, betteraves rouges, céleri. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Et tout ça, vous le proposez À la vente le samedi matin. On a développé cette année un nouveau concept, c'est-à-dire qu'on a cultivé des haricots et on a décidé de mettre ça en cueillette libre pour que les gens puissent venir les cueillir comme ils feront avec les fraises par exemple. Maintenant la saison se termine et maintenant il faut se débarrasser du reste. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Donc on va faire des haricots au sel comme on faisait autrefois, c'est-à-dire dans les fûts en grès. Qu'on va essayer Sourbones qu'on va essayer de commercialiser cet hiver. Ah, si nos anciens revenaient, eux qui suaient pour faucher à la main, retourner le foin au râteau et transporter le foin dans leur petit hangar au rythme de leur cheval. Le plastique qui est autour de ces bottes d'enrubanné, je le mets en vrac. 2 fois par an, je le fais des fagots de 10 et je ramène à la coopérative qui lui donne une deuxième bille. Jusque dans les années 50, les espaces ouverts des Vosges du Nord étaient entretenus et jardinés. Puis ce fut l'abandon et l'enfrichement quasi général. Début des années 90, les collectivités locales ont réagi en mettant en place la gestion écologique des friches. Dans les fonds de vallée, des troupeaux de jolies vaches Highland Cattle entretiennent ces terres abandonnées grâce à leur qualité de brouteurs. Ces vaches rustiques sont d'origine des hauts plateaux du nord de l'Écosse et font partie des derniers troupeaux d'Europe.
la traite des vaches a bien évolué. Le robot est la dernière innovation. C'est une unité de traite entièrement automatique qui peut fonctionner 24 heures sur 24. Un cochon, on va dire que c'est, je sais pas si je peux le dire, mais bon, c'est assez bête par moment. Ça peut être très têtu aussi, c'est pour ça qu'on dit un caractère comme un cochon. Et c'est très peureux par contre. Voilà. Donc, je pense que ça explique aussi le fait qu'il parte toujours en courant un peu n'importe comment. La vie à la ferme ne cesse d'évoluer. Nous le constatons aujourd'hui sur Sauveur, cheval de 31 ans, qui présente une pathologie qui nécessite une endoscopie. Le vétérinaire a déplacé un matériel mobile, alors qu'il y a peu de temps encore, il fallait aller en clinique. L'endoscopie pratiquée permet d'explorer l'intérieur du conduit nasal. Il est réalisé grâce à un tube souple couplé à une caméra vidéo. C'est normal, hein, c'est juste les ganglions qu'on palpe là quand on l'ausculte, qui du coup sont en fait en dessous et qui viennent de l'extérieur de la poche. Hein. Ça n'a pas l'air de devenir des sinus non plus, hein, c'était une des hypothèses qui restait. Donc il va encore vivre quelques années. Le fait de raboter les dents, déjà ça améliore la bouche pour le cavalier aussi, et ça améliore, bon il n'y a plus de douleur au niveau pour le cheval, et le rendement alimentaire est à nouveau meilleur. On commence en général vers 5-6 ans. Ce qui est le plus gênant pour le cheval en fait, c'est le fait de forcer l'ouverture de la bouche, ça c'est inconfortable pour lui. Et le bruit de la machine, parce que les sinus ça accentue le bruit à l'intérieur de la tête, mais la machine en elle-même n'est pas douloureuse puisque les dents ne sont pas sensibles à leur extrémité, le nerf est bien plus haut. Avoir un jeune entier n'est pas facile. Outre les prouesses dont il est capable pour rejoindre une jument en chaleur, il est aussi difficile à gérer quand il est en compagnie d'autres hongres ou mâles. Quand c'est comme ça, inutile de tergiverser, il vaut mieux passer par la castration. Le cheval sera sans doute beaucoup plus calme, hein, et donc c'était le prix à payer. Ils sont pas mal, hein Francis Hoffman n'est jamais très loin des chevaux. Dernièrement, il s'est rendu dans Lyon où il a fait une jolie rencontre avec Charlotte Gommet. La jeune femme loue des écuries d'un château. Elle importe des chevaux d'Espagne et les dresse avant leur vente.
Que c'est bon de voir des poules au grand air. Quand elles ont envie de grains, de boire ou de pondre leur œuf quotidien, elles rentrent au poulailler. À la ferme de la Charmille à Houndelin, 200 poules cote-cote toute la journée. Leur production quotidienne, 200 œufs, 100% bio. Donc là, il faut aller doucement. Comme elles sont encore jeunes, elles ont assez peur. Alors là, il était avec le cheval, là, un petit moineau là. Puis là, on s'est aperçu qu'il y avait un nid dans le box, hein, donc on va essayer de le remettre dans son nid. Le rôle du chien à la ferme, c'est des gardiens. Hein. Ils nous préviennent, ils aboient quand il y a des personnes qui arrivent, des animaux étrangers, des animaux sauvages. Et voilà, c'est leur rôle, c'est de nous prévenir et de dire qu'il y a quelque chose de pas normal. Parfois, j'aimerais être une petite souris. C'est une expression qui est bien souvent utilisée. Ce petit animal de la race des rongeurs se faufile partout et quand il a faim, il peut pénétrer jusque dans nos maisons où il se fait le plus discret possible. C'est finalement à la ferme que les souris peuvent presque vivre heureuses. Presque oui, car attention, leur prédateur n'est jamais très loin. Miaou! Les souris ne sont pas toujours à la fête dans une écurie. Quand le chat est là, elles ne rigolent plus. Le jeu peut parfois durer longtemps. La plupart du temps, il est fatal aux petits rongeurs. Et si, grâce à vous, le moulin de la Blise à Sarreguemines devenait le monument préféré des Français? Pour relever ce défi, il suffit de voter sur le site www.france2.fr, rubrique Monument préféré des Français pour le moulin de la Blise jusqu'au 18 août et de faire circuler l'appel sur le réseau Facebook. N'oubliez pas de mobiliser votre entourage. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Parler de sorciers et de guérisseurs aujourd'hui au XXIe siècle peut paraître surprenant et pourtant ces pratiques sont encore bien réelles, autant dans les campagnes que dans les villes et la clientèle touche toutes les catégories sociales. Guérisseurs contre sorciers dans la Lorraine du XXIe siècle par Deborah Kessler-Billtauer, c'est à découvrir tout de suite entre les lignes présentée par Marianne Gabriel. Elle enseigne l'ethnologie et la sociologie à la Maison des sciences de l'homme de l'Université de Lorraine. Sa thèse sur les guérisseurs désenvoûteurs soutenue à l'Université de Metz obtient les félicitations du jury. Deborah Kessler-Billtauer est l'auteur du livre « Guérisseurs contre sorciers dans la Lorraine du XXIe siècle ». C'est le fruit de 6 années de recherche et d'enquête de terrain pour comprendre l'ancrage social et religieux de la sorcellerie dans la population lorraine. Bonjour à tous et bienvenue entre les lignes. Du XVIe au XVIIIe siècle, la répression en Lorraine envers les sorciers était intense et particulièrement meurtrière. Nicolas Rémy fut l'un des plus illustres chasseurs de sorcières. Il a condamné plus de 3000 personnes au bûcher pour sorcellerie. 9 victimes sur 10 étaient des femmes. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir
Déborah Kessler-Bildauer, auteure de Guérisseurs contre sorciers dans la Lorraine du XXIe siècle. Bonjour. Bonjour. Il vous a fallu 6 années d'enquête pour mettre à jour une réalité que l'on croyait d'un autre temps. Oui, effectivement. J'ai fait donc cette enquête dans un cadre universitaire, donc avec une certaine rigueur scientifique. Et effectivement, c'était 6 années nécessaires pour percer le secret des guérisseurs et ensuite, bien sûr, de la sorcellerie. Alors, est-ce que le passé de la Lorraine peut à lui seul expliquer qu'il y a encore de ces croyances ? Alors disons qu'effectivement, c'est particulier à la Lorraine puisque c'est en Lorraine qu'il y a eu cette plus grande chasse aux sorcières, cette plus meurtrière d'ailleurs, chasse aux sorcières. Et on se rend compte en fait que dans d'autres régions ou même dans d'autres pays en Europe, ils étaient beaucoup moins touchés en fait par ces questions, donc au Moyen-Âge. Donc on a effectivement ce passé qui constitue, on va dire, un petit peu le point d'ancrage de la sorcellerie, mais on se rend compte aussi que dans d'autres régions de France, et d'ailleurs un peu partout dans le monde, on retrouve encore des histoires de sorcellerie actuellement. Donc ce qui était intéressant pour moi, c'est effectivement de travailler sur la sorcellerie, puisqu'il y avait on va dire, un espèce de vide sidéral sur la sorcellerie actuelle, contemporaine en Lorraine. Alors 9 victimes sur 10 aussi, pour revenir à l'histoire, oui. étaient des femmes. Oui. Alors est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des répercussions dans la mémoire collective du fait que ce soit des femmes qui étaient... Alors disons que ceux qui sont accusés aujourd'hui de sorcellerie, alors tout se fait à huis clos, hein, il n'y a plus de bûcher sur la place publique, etc. Mais tout se fait de manière symbolique. Mais il est vrai que souvent, les sorciers sont des sorcières, encore aujourd'hui. Donc il y a toute une on va dire une représentation de la femme dangereuse, etc., qui est encore véhiculée. Alors est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui consultent des guérisseurs, des envoûteurs ? Alors je dirais que globalement c'est plutôt des femmes. C'est-à-dire que c'est elles qui vont consulter pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs enfants ou pour leur époux. Les guérisseurs, en règle générale, exercent discrètement. C'est grâce au bouche à oreille que se développe leur clientèle. Un métier, un don, la pratique est controversée. Pourtant, la renommée de certains guérisseurs passe les frontières et pose les limites de la médecine actuelle. Écoutez. Certains mots sont les indices d'un envoûtement qui nécessite l'intervention particulière du contre-sorcier. Les savoirs biomédicaux des guérisseurs viennent s'imbriquer aux représentations magiques et religieuses pour trouver des origines dans l'invisible. Le corps, du point de vue des guérisseurs lorrains, ne se limite pas à sa dimension matérielle. Qu'est-ce qui pousse les Lorrains à consulter un guérisseur, des envoûteurs ? Alors effectivement, ça peut être des symptômes comme des maladies. Une maladie par exemple qui est soudaine ou qui est répétitive, qui ne trouve pas en fait on va dire de traitement dans la biomédecine classique. Donc ça peut déjà alerter les personnes. Ensuite, ça peut être aussi des troubles du sommeil, ça peut être des problèmes pour procréer, pour avoir un enfant. Ça peut être aussi des chutes accidentelles, des problèmes sentimentaux. Donc tout ça, tous ces symptômes sont toujours vécus, on va dire, de manière douloureuse, ils sont toujours mal vécus. Et du coup, c'est ce qui va pousser certains, sur les conseils d'ailleurs de proches souvent, d'aller voir un guérisseur pour sortir de leur situation. Mais qu'est-ce qui pousse aussi, plutôt que de se tourner vers la médecine traditionnelle, de choisir cette voie-là ? Disons que c'est justement parce que les instances classiques, le médecin par exemple, n'apportent pas de réponse satisfaisante du point de vue du patient. Donc parfois c'est un traitement qui n'est pas adapté ou qui est vécu, on va dire, de manière très douloureuse. Voilà. Donc c'est toujours un échec des instances classiques qui poussent ensuite à interpréter ces symptômes comme des actes de sorcellerie. Alors les désenvoûteurs, on en parlait, qui sont-ils ? Alors les désenvoûteurs, il y en a beaucoup dans la région, donc moi je ne les ai pas tous rencontrés puisque mon enquête, elle ne visait pas en fait à faire de statistiques. Donc on va dire que premièrement, la première des choses sur laquelle j'insiste dans l'ouvrage, c'est effectivement que ce sont des gens qui sont vraiment très très intégrés à la société. Donc ils font partie par exemple de conseils municipaux, ils intègrent des associations, parfois donc ceux qui ne sont pas à la retraite travaillent donc, dans des bureaux, sont ouvriers, sont exploitants agricoles. Donc ils ont toujours une activité annexe, je dirais, soit une retraite. Ou principale et des envoûteurs ou magnétiseurs ou guérisseurs, c'est une activité annexe ou ça devient vraiment l'activité principale ? Non, ça reste toujours quelque chose d'annexe. Donc si la personne
est effectivement, si le guérisseur est à la retraite, forcément ça constitue son activité principale. Mais c'est vrai que, on va dire que globalement, ceux que j'ai rencontrés, ils ont entre 50 et 70 ans. Donc il y a quand même cette moyenne d'âge. Ensuite, ce que je peux rajouter, c'est effectivement que parmi ceux que j'ai rencontrés, il y avait plus de femmes que d'hommes. Mais encore une fois, on ne peut pas généraliser. Hein. Mais, alors, qu'est-ce qui les distingue vraiment parce que ce sont des gens qui n'ont pas fait d'études de médecine. Donc, quelle est leur particularité? Alors, la particularité, c'est effectivement qu'ils ont un don. Alors, c'est ce qui permet de rattacher, on va dire, leur identité à justement leur activité. Donc, tous revendiquent ce don. Donc, certains disent qu'ils l'ont hérité, d'autres qu'il est inné, d'ordre divin, d'autres d'ordre naturel. Mais disons que c'est ça qui est à la base, on va dire, de leur activité. Ils sont reconnus comme tels grâce à ce don, cette qualité. Est-ce qu'on peut parler de médecine holistique ? Alors effectivement, on peut parler aujourd'hui de médecine holistique dans le sens où les guérisseurs prennent en charge à la fois le corps physique, mais aussi, on va dire, la psyché, tout ce qui est de l'ordre du psychologique. Donc dans ce cas-là, on peut effectivement, même si ce terme il n'est pas utilisé par les informateurs, mais on peut effectivement parler. Est-ce que les envoûtements, les possessions, c'est quelque chose qui existe encore ou bien c'est simplement une croyance ou un mal-être plus général? Alors effectivement, le but de cet ouvrage, c'est justement de montrer qu'il ne s'agit pas d'une croyance résiduelle, ni rurale d'ailleurs, puisqu'il y a des personnes qui se pensent envoûtées, qui vont consulter un guérisseur qui habite dans les grandes villes, qui sont cadres, certains sont médecins, etc. Donc j'ai vraiment voulu montrer que ce qu'on peut appeler la clientèle finalement de ces guérisseurs, elle est vraiment très très variée et très très hétérogène, tant au niveau des catégories sociales que de l'âge. Bon, on va dire que la constante, c'est effectivement que ce sont surtout des femmes qui consultent, mais j'ai vraiment eu à cœur de montrer que la sorcellerie, c'est avant tout une explication rationnelle, c'est-à-dire cohérente pour ces personnes, de leur malheur, de leur maladie, etc. D'accord. Et entre envoûté, possédé, est-ce qu'il y a une différence? Ah oui, fondamentale. Disons que l'envoûtement, ça concerne surtout donc, des sorts qui ont été lancés par des sorciers. Alors que quand on parle de possession, il s'agit soit de possession démoniaque, soit de possession, on va dire, faite par le diable, donc qui sont considérées comme beaucoup plus graves et d'ailleurs très rarement pris en charge par les guérisseurs. Au cours de mon enquête, c'est vraiment très très rarissime et c'est plutôt finalement ces cas de possession sont plutôt confiés à l'exorciste du diocèse. Encore une chose, quel est le statut du guérisseur aujourd'hui? Alors le statut du guérisseur, donc pour ce qui est des désenvoûtements, donc il est complètement caché, complètement dans l'ombre. Il n'y a aucune comment dirais-je, publicité, tout fonctionne par le bouche à oreille, il n'y a pas de site internet, etc. Donc les gens sont vraiment au courant quand ils rencontrent un problème. Donc c'est vraiment un proche qui va leur donner une adresse, les aider, essayer de les aider en les guidant vers un guérisseur qui serait plus apte finalement. Alors, pour terminer, de quelle façon vous avez mené cette enquête? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Alors, la plus grande difficulté, c'était effectivement au départ, quand j'ai commencé mon enquête, pour recevoir, pour entendre, pour qu'on me fasse confiance finalement et qu'on me délivre certains secrets, puisque effectivement, je disais, ce qui est au cœur de leur activité, c'est leur don, mais c'est surtout le don. Le don doit rester sacré et secret. Donc il y avait tout ce tabou, on peut presque dire, hein, qui pesait sur leur don, sur leur activité. Donc il a vraiment fallu que je les convainque justement de ma bonne foi et du fait que je ne sois pas moi-même une sorcière venue voler leur pouvoir. Vous avez assisté à des rituels aussi? Oui, effectivement, j'ai assisté à plusieurs. Donc c'est aussi ce qui m'a permis d'alimenter par des exemples très précis l'ensemble de l'ouvrage. D'accord. Alors, durant votre enquête, est-ce que vous avez porté des objets de protection? Alors oui, oui, puisque les guérisseurs que je rencontrais, avec qui j'avais finalement noué des liens assez proches, me donnaient régulièrement des protections et donc j'avais quand même soin de les avoir sur moi. Bon, après je ne sais pas si ça avait une quelconque efficacité, mais en tout cas j'avais vraiment soin de rentrer complètement dans ce monde-là qui est pour le moins fascinant. Quelle impression ça vous a laissé ces 6 années d'enquête?
Alors disons, ça m'a laissé vraiment de très bons souvenirs, des découvertes, on va dire, en termes scientifiques qui ont été vraiment très très intenses, très très riches. Et puis peut-être aussi, quelque part, un petit regret, c'est-à-dire que je n'ai pas pu continuer après la thèse ce travail. Mais c'est vrai que c'était vraiment une très très bonne expérience, tant en tant que scientifique surtout. Voilà, merci beaucoup Déborah Kessler-Bildauer d'avoir levé le voile sur une partie de ce mystère qui entoure donc les guérisseurs. Le sujet est sensible, on le sait, et touche à l'humain, bien sûr. Donc chacun a besoin d'avoir des réponses à ses souffrances. Alors votre livre est disponible en librairie. Où c'est qu'on peut le trouver aussi? On peut le trouver, on peut le commander aussi sur Internet. Il y a différents sites de vente. Et donc voilà. Voilà. Donc merci beaucoup et on se retrouve très bientôt entre les lignes. Samedi, ne manquez pas la 10e édition de la fête de la Fontaine de Velperdin. L'inauguration est à 18h. Sur ce, je vous laisse. Très bonne fin de journée à tous. À bientôt.